Nous allons passer sans plus attendre au troisième panel, Innover pour la croissance dans le secteur agroalimentaire africain. Alors, nous devrions commencer par donner la parole à Sarah Kingi Kawesa, PDG Biojigsaw et lauréate du prix de l'entrepreneur de la diaspora. Nous aurons ensuite Xavier Sheldman, responsable de la recherche au jardin botanique de Maize. Et enfin, Fomgom Forkwa, cofondateur de Waterminator Cameroun. Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Bonjour à tous. Comme cela a déjà été dit, je m'appelle Sarah Kingi Kawesa. Je suis PDG de Biojigsaw et j'ai décroché le prix de FAO l'année dernière, l'organisation de la FAO. Des Nations Unies. Un grand merci de nous soutenir et d'être à nos côtés dans cette aventure. Un tout grand merci à tous. Alors, aujourd'hui, ma présentation visera à parler de recyclage et nous avons participé à la campagne pour la protection de l'environnement, la lutte contre la pollution au plastique. Et comme l'a dit Yentel, je suis formée en gestion des ressources humaines dans les organisations humanitaires, ce que je fais depuis plus de 25 ans d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que je devais mettre un terme à cette carrière. Je me suis transformée en encyclopédie sur pattes, mais je me suis rendu compte qu'il fallait laisser la place à d'autres. Et lorsque j'ai envisagé ma retraite, je me suis également posé la question de savoir ce que j'allais pouvoir faire. C'est une question que nous nous posons tous, pardon. J'ai décidé de m'aventurer sur le terrain de l'innovation, de la création de produits. Je n'avais pas la prétention de devenir inventeur, mais je voulais tirer parti de ce qui existait. Cependant, je suis malgré tout devenu inventeur d'un produit dont je suis très fière, un produit qui suscite un énorme intérêt à travers le monde. Bon nombre de personnes m'ont dit vouloir participer à ce projet parce que bon nombre de pays producteurs de bananes se rendent compte que même si l'Ouganda est un des premiers pays producteurs de bananes, la banane est produite dans bien d'autres pays. Alors, comment utiliser la banane, la fibre de banane? Nous pouvons tirer parti de ce matériau. Alors, il se peut que vous ne puissiez pas fabriquer d'extensions de cheveux à partir de fibres de banane, mais vous pouvez faire de la fibre de verre. Vous pouvez faire énormément de choses à partir des mêmes matières premières. Et j'ai l'habitude de dire que les cheveux peuvent être faits à partir de certaines espèces. Si vous ne produisez pas cette espèce, vous avez des fibres qui vous permettent de produire d'autres choses. J'encourage donc au maintien des contacts, de la communication. Pour le moment, nous sommes en Ouganda, nous produisons des extensions, nous expliquons la procédure à d'autres, nous sensibilisons les producteurs à ce qu'il est possible de faire avec les produits dérivés de la banane, avec les déchets de la banane. Moi, je suis intimement convaincue en l'importance de l'innovation qui permet de créer des emplois, pas n'importe quel emploi, mais de bons emplois. L'innovation permet d'offrir une valeur ajoutée aux agriculteurs et
l'on pourrait collaborer avec d'autres secteurs d'activité. L'agriculture est une source de revenus pour bon nombre de pays d'Afrique, mais nous avons besoin de collaborer. Nous devons pouvoir établir des partenariats avec les gouvernements, avec des institutions comme la FAO, comme d'autres agences des Nations Unies, de manière à offrir aux agriculteurs une plus grande valeur ajoutée et de faire de l'agriculture un emploi pour la vie plutôt qu'une façon accessoire de produire des denrées alimentaires. L'innovation doit être soutenue et je pense surtout aux jeunes novateurs qui n'ont parfois pas l'argent nécessaire pour se lancer dans l'aventure. Certains jeunes n'ont pas pu suivre un parcours éducatif classique ou un bon parcours éducatif, mais il n'en manque pas moins, il ne manque pas d'idées malgré ça. Ils ont énormément d'idées, ils bouillonnent d'idées, mais en Afrique, nous avons un problème. Nous pensons que les ingénieurs, les docteurs sont les seuls qui peuvent penser pour nous et nous ne sommes là que pour mettre leurs idées en œuvre. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct cette façon de penser. Il Bon, les personnes qui rencontrent un problème sont les plus à même de trouver la solution au problème et de partager la solution. Ces personnes ont donc d'excellentes idées, mais ne sont pas suffisamment soutenues. Et nous encourageons donc les gouvernements, nous vous encourageons, peut-être vous dans vos organisations et toutes les parties prenantes, à euh, aider ces innovateurs à leur permettre de promouvoir leurs idées et de les faire avancer. Alors, on pourrait créer des clusters, des réseaux. Les innovateurs peuvent s'associer aux commerçants de manière à trouver des débouchés sur le marché. Parfois, les producteurs ne savent pas comment concevoir les emballages de leurs produits. Et, toutes ces activités peuvent bénéficier d'une collaboration avec les chercheurs et les innovateurs. Et je pense que cela permettra aux pays de se développer plus avant et de créer des emplois nouveaux. Lorsqu'on parle d'innovation, il ne s'agit pas uniquement d'inventer de nouveaux produits. Certains produits existants doivent également être améliorés parce que le monde change, évolue, cherche de nouveaux produits, de nouveaux services et nous ne pouvons pas sans cesse innover. Nous devons tirer parti de ce qui existe déjà sur les marchés. Bien évidemment, on cherche toujours de nouveaux produits, de nouveaux services. Et ceux qui veulent se lancer dans une activité, ceux qui veulent créer de nouveaux produits, doivent euh, prendre comme point de départ ce qui existe sur le marché et améliorer ce qui existe sur les marchés. Alors, je travaillais au télécom en Ouganda. Je me tourner vers des partenaires pour acheter leurs idées. Pourquoi ne pas faire de même dans notre secteur? Alors, on a parfois le sentiment que les travailleurs ne sont pas les générateurs d'idées ou autres. Je pense qu'il faut que nous nous tournions vers tous les acteurs qui ont des idées, qui ont de la créativité en les aidant parce qu'à leur tour peuvent nous aider également. Alors, je dirais que le principal défi est celui de la collaboration et du soutien que l'on peut octroyer à l'innovation. L'innovation est un paramètre de croissance pour tous nos pays. Nous ne pouvons pas rester là où nous sommes. Nous devons soutenir l'agriculture, nous devons soutenir les technologies et nos produits.
Alors, nous utilisions des faux pour débroussailler. Aujourd'hui, nous utilisons des moissonneuses-batteuses faucheuses, de nouveaux produits. Ce sont des innovations qui offrent aux agriculteurs une plus grosse valeur ajoutée. Alors, je pense que quelqu'un a allumé son micro. Cela fait des interférences. Andrew? Andrew, votre micro est allumé. Alors, c'est la raison pour laquelle j'encourage, j'insiste sur l'innovation. Je me suis lancée sur ce terrain. Il faut trouver des idées d'innovation et d'amélioration pour les agriculteurs. Pour moi, il est difficile de mener de front mes deux activités, former et innover. Il serait bon de trouver des formules qui permettraient d'assurer la formation des agriculteurs pendant que nous leur apportons nos expériences pratiques. Un tout grand merci pour ces explications, Sarah. Alors, l'innovation, ça m'est cher au cœur aussi parce que je termine un doctorat justement sur cela dans le secteur agricole. Et donc, je vous rejoins tout à fait dans votre présentation. Alors, ensuite, nous allons entendre Xavier Sheldman. Xavier, est-ce que vous êtes là? Xavier, if you can just unmute. Xavier, sorry, we're not hearing you. Xavier, on ne vous entend pas. Ah voilà, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci. Alors, je me lance dans le partage d'écran. OK, ça marche? Oui, ça marche. Merci de m'avoir invité. Je voudrais montrer, essayer de vous montrer à quel point la recherche est importante dans la macro-biodiversité et la biodiversité en général. Et je vais tenter d'expliquer ce qui est nécessaire de faire avec une espèce pour en faire une espèce commerciale. Je suis agronome de formation, donc je n'y connais pas grand-chose en économie, donc je vais surtout m'axer sur le domaine végétal et j'ai travaillé pour Ecolo notamment sur de nouvelles espèces qui pourraient être commercialisées. Puis ensuite, j'ai rejoint Biodiversity en tant que scientifique où j'ai dirigé la commission utilisation des ressources génétiques pour améliorer les moyens d'existence en Colombie. Donc, j'ai travaillé pas mal en Amérique latine. J'étais en Afrique, bien sûr, pour participer à des congrès, mais je n'ai pas tellement travaillé en Afrique, même si pas mal des concepts que je vais présenter maintenant s'appliquent également à l'Afrique. Après avoir travaillé pour Biodiversity, j'ai travaillé pour Crop Design, secteur privé, sur la qualité végétale. Et je mène actuellement une recherche pour le jardin botanique en Belgique. Alors, quelques mots en ce qui concerne la biodiversité de culture. Le nombre d'espèces cultivées, ce sont des chiffres typiques, mais qui sont quand même importants. Alors, dans le monde, on sait qu'il y a entre 300 000 et 500 000 espèces, parce qu'il y a toute une série d'espèces qui ne sont pas encore décrites. De ces espèces, 10% sont comestibles, pourraient être utilisées à la consommation alimentaire. Mais dans la réalité, en fait, 7 000 sont utilisées. Alors, 7 000 espèces, ça reste un chiffre important. Mais si on voit les principales cultures, on se dit que seules 30 espèces représentent 95% des calories et des protéines que nous consommons. Et 10 espèces représentent 75% de la consommation en énergie végétale. 2 sont d'origine africaine, le millet et le sorgho. Puis ensuite, les 3 grandes espèces, le riz, le blé et le maïs, qui sont responsables de 50%
de la consommation d'énergie végétale. Donc, on passe de 300 000 à finalement 3 espèces. Ceci étant dit, si on regarde la carte de la diversité végétale, voilà où se trouvent les 300 000 espèces, là en Afrique également, Cameroun, la région des Grands Lacs, l'Afrique du Sud, où la diversité végétale est énorme. Bien sûr, on veut des cultures et pas des plantes. Et voilà ce qu'a fait Vavilov. Il a exploré le monde pour trouver les origines des espèces cultivables. Donc, c'est en 1935 qu'il a fait ça. Alors, SIAT, où j'ai travaillé en Colombie, a fait une actualisation de tout cela et nous donne maintenant ce beau tableau où on voit d'où vient chaque culture. Alors, l'Afrique, puisque l'Afrique, c'est de ce dont on parle aujourd'hui, et vous voyez que les pois à vache, le café, les arachides, le sorgho, beaucoup de cultures trouvent leur origine en Afrique. Et la question, je me demandais si toute la diversité est utilisée finalement. Voici certains exemples de cultures pour lesquelles il y a beaucoup de diversité en Afrique. Et on ne sait pas si toute cette diversité est exploitée. Alors, bien sûr, il y a les cultures févrières, le millet, le sorgho, les pois à vache également, ou le haricot de niébé, le café, pardon. C'est important, pas uniquement pour l'alimentation, mais également pour les revenus. Alors, et c'est ça, peut être utilisé pour générer des revenus. L'okra, la pastèque, ce sont des cultures importantes au niveau mondial et la diversité se trouve en Afrique. Alors là, c'est mes préférés. Alors, on a déjà parlé du bissap, l'hibiscus, le baobab également et la noix de kola qui donne de belles opportunités commerciales. Mais bon, on veut commencer par une liste de plantes et passons maintenant aux 7000 espèces utilisées. Alors, voir ce que fait Ethnobotany, ce qu'on fait au jardin de Maze également. Quelles espèces sont utilisées, par quelle population, quelles sont les espèces utilisées, à quelle fin, pourquoi. Et ça nous donne une liste avec toutes les espèces végétales et les utilisations, les usages locaux. Mais on sait qu'il y a un risque de perte des connaissances locales. Donc, il faut enregistrer cela, récupérer cela pour éviter de les perdre à l'avenir. Alors, au jardin de Maze, on a beaucoup de champignons. On travaille beaucoup sur les champignons. Et en fait, on peut vraiment maintenant s'attaquer à toutes les plantes comestibles. Alors, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations sur certaines espèces végétales, voici une ressource superbe, une base de données PROTA, où vous pouvez trouver énormément d'informations sur toute une série d'espèces végétales utilisées en Afrique. Je vais vous donner l'exemple du baobab. Mais en fait, c'est un document de plusieurs pages et c'est une belle compilation de ce qui est disponible disponible en matière d'espèces végétales en Afrique. Alors, toute une liste d'espèces. Maintenant, OK, quelles sont celles qu'on peut utiliser? Quelles sont celles qui ont un potentiel de génération de revenus? Alors, quelles sont les espèces qui sont déjà cultivées? Si vous passez directement de la forêt à l'exportation, c'est assez difficile. Donc, il faut connaître la situation commerciale. Est-ce qu'elles sont exportées au niveau local, régional, mondial? Quelle est leur importance à ces différents niveaux? Y a-t-il des services écosystémiques, séquestration de carbone, pollinisateurs? Donc, toute une série d'espèces utilisées. On fixe également des espèces prioritaires. C'est très important de faire des priorités, sinon on risque de perdre beaucoup de ressources et de perdre de temps si on ne fait pas la bonne priorisation. Ensuite, j'ai travaillé pas mal là-dessus. Comment cultiver ces espèces? Quelles sont les conditions écologiques pour la culture de ces espèces? Parce que si vous les cultivez au mauvais endroit, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Quelle est la biologie de reproduction, la pollinisation? Quelle est la meilleure méthode de propagation par semence, reproduction végétale? Quelles sont les meilleures techniques de cultivation, de culture? Donc, vous devez vraiment avoir ces connaissances si vous voulez vraiment générer un revenu. Voilà,
comment on peut utiliser des cartes justement pour cela. C'est un système de cartographie qui permet d'avoir une optimisation des cultures selon les zones. Voici cette fruit d'Équateur. Et voilà ce qu'il en est en 3 ans. Donc, on voit qu'un agriculteur ne veut pas attendre 3 ans avant que la semence ait terminé de germer. Donc, on veut que ça germe dès que possible. Et donc, en utilisant un produit très simple, en fait, vous pouvez faire ce calcul et faire germer toutes les semences. Donc, c'est important d'avoir ces connaissances de base pour pouvoir être efficace. Ensuite, OK, il y a de la diversité avec cette culture, mais quelle variété allons-nous utiliser vu la diversité? Donc, c'est très important de connaître les exigences des consommateurs, savoir s'il faut faire des croisements supplémentaires. Donc, vous voulez bien sûr avoir le matériel de base pour la culture de ces espèces. Et bien souvent, effectivement, avec les OGM, la biodiversité se perd. Et donc, il ne faut pas oublier dans tout cela, quand on commence à faire de la sélection, d'oublier la conservation de la diversité. Alors, voici un exemple avec la même culture. On a regardé le nombre de graines par 100 grammes de fruits. Et ça, ce sont toutes les variétés commerciales qui sont cultivées dans le monde. Et on voit des sélections qui donnent de meilleurs résultats que les cultures que l'on retrouve au niveau mondial, notamment pour les nouvelles cultures. Il y a encore pas mal de marge d'amélioration. Ensuite, comment optimiser la pré-récolte? Vous devez avoir un beau produit, mais vous êtes un peu isolé, donc vous devez pouvoir arriver jusqu'au marché. Et donc, il faut comprendre ce qu'il en est des options de transformation, parce que la transformation, c'est souvent une belle option pour accroître la valeur. Vous ajoutez ainsi de la valeur au produit et vous rendez la commercialisation plus facile parce que vous pouvez faire du séchage, etc. Et donc, ça devient beaucoup plus facile de conserver cela, de transporter ces produits. Mais bien évidemment, il faut tenir compte des préférences des consommateurs parce que donc, on va faire ça, on va sécher cela, mais personne ne va utiliser ce fruit sous sa forme séchée. Donc là, vous êtes dans une impasse. Donc, il faut avoir les technologies permettant de conserver de manière optimale les produits et de pouvoir les transformer de manière optimale. Voici un projet de l'IFAD pour lequel j'ai travaillé avec le quinoa. Voilà la manière typique dont le quinoa est transformé au Pérou et en Bolivie. Donc, c'est très artisanal. Vous ne pouvez pas vendre ce produit comme cela sur les marchés internationaux. Et donc, avec l'IFAD, on a recherché des outils faciles et efficaces permettant d'améliorer tout le processus, toutes les étapes de transformation. Et puis, ensuite, l'étape suivante, c'est la commercialisation. Comment accroître la demande, comment pénétrer sur les marchés internationaux. Et attention, si beaucoup de personnes travaillent sur la même culture, il y a un risque de surproduction ou de baisse drastique des prix. Donc, c'est un écueil à éviter. Alors, la bonne nouvelle, par exemple, avec les bananes, il y a une augmentation significative des prix alimentaires, notamment de la banane. Ce n'est pas parce que par le passé, il n'y avait pas d'augmentation des prix, mais disons qu'ici, on assiste à une augmentation spectaculaire et ça, c'est vraiment une belle opportunité de générer du revenu. Autre bonne nouvelle, il y a de nouveaux marchés pour l'agrobiodiversité. J'ai déjà mentionné l'exemple du quinoa, c'est un bel exemple d'un succès. Le quinoa, qui n'était cultivé que dans les hauts plateaux du Pérou et de la Bolivie, se trouve maintenant partout dans le monde, cultivé un peu partout. Et un de ces aspects, c'est sa qualité pour la santé. Et ça, c'est une porte d'entrée également sur de nouveaux marchés.
un exemple de chocolat, d'un chocolat. Donc, en fait, par le passé, les consommateurs buvaient un simple café ou mangeaient du chocolat sans se poser de questions. Maintenant, les gens recherchent quand même des délicatesses et donc du chocolat délicat également. Les marchés d'aliments ethniques, l'alimentation ethnique, ça c'est très important aussi pour la diaspora. Ça représente des belles opportunités de commercialisation. Et puis parfois également, on découvre de nouvelles propriétés d'un produit qu'on connaît depuis longtemps. Et puis, par exemple, un fruit qui, on s'en rend compte, a des propriétés antidiabétiques. Et puis finalement, dernière étape. Alors, ce processus n'est pas aussi simple que ce que j'en ai dit, mais en fait, se pose ensuite la question des indications géographiques, des appellations d'origine. Alors, ce sont des appellations qu'on retrouve surtout en Europe, mais c'est par exemple l'exemple d'un produit de Tahiti, également les logos Fairtrade. Et au Pérou, par exemple, ils mettent simplement Cumbe sur ce fruit et en fait, tout le pays sait que c'est le meilleur fruit, la meilleure variété de ce fruit, la meilleure qualité qu'ils peuvent trouver pour ce fruit. Et c'est comme ça qu'ils ont pu accroître la valeur de ce fruit de manière significative. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de politiques qui compliquent la commercialisation, notamment les réglementations en matière d'aliments nouveaux. Vous ne pouvez pas simplement proposer un nouveau produit sur le marché, une nouvelle culture, un nouvel aliment, sauf s'il a déjà été consommé ou vendu auparavant. Il y a énormément de réglementations en matière de sécurité alimentaire et des normes compliquées. Par exemple, on a vu avec l'exemple de la Bolivie, il faut des normes constantes et c'est parfois des barrières qui se posent pour la commercialisation des produits. En conclusion, je dirais qu'il y a une belle diversité végétale, de cultures et de potentiel en Afrique. Il y a de belles opportunités de marché avec des prix intéressants. Il y a un intérêt du consommateur dans tous ces nouveaux produits. Je crois que les donateurs sont intéressés également par ce type de projet, par ce genre d'approche. Donc, il y a de belles opportunités de génération de revenus à partir de la grosse biodiversité. Mais alors, ceci n'est pas sous-estimé. Il y a beaucoup de questions à prendre en compte et de disciplines à prendre en compte. Donc, il faut vraiment adopter une approche multidisciplinaire. Comme cela a déjà été dit, la collaboration sera le mot central, donc la recherche aussi, pour pouvoir exploiter les synergies entre tous les partenaires. Si une seule entreprise se charge de tout ça, ce sera très difficile pour elle de réussir. Comme je l'ai déjà dit, en plus, il y a un risque d'échec. Si une des étapes n'est pas prise en considération, et on a des exemples d'échecs avec des cultures prometteuses qui finalement ne sont jamais arrivées sur les marchés. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Et je terminerai simplement en disant quelque chose qui m'est vraiment très cher. Tous ces processus tendent à sous-estimer la diversité. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose à conserver, sans quoi on risque d'aller en avant de gros problèmes à l'avenir. Merci de votre temps et je suis bien sûr prêt à répondre à vos questions. Voilà, je n'ai pas mentionné non plus les feuilles de laurier qui sont un excellent potentiel également. Merci que vous ayez mentionné les indications d'origine géographique parce que ça, c'est vraiment mon domaine d'expertise, quelque chose qui me passionne. Merci. Alors, nous avons maintenant Fombam Kokwa, qui est le cofondateur de Waterminators Cameroun, 5 minutes. Et ensuite, nous devons donner aux personnes qui sont en coulisses une petite pause. Comment? Vous avez la parole. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Yes, you can share. Is that visible to everyone? Yes, thank you. Great. So yes, I mean, everyone has been
Thank you, Maureen, but we can't stop thanking you, Maureen. Alors, tout le monde remercie Maureen et personne, on ne parvient pas à se retenir de vous remercier parce que c'est vraiment une excellente opportunité que nous avons de nous mettre en contact, de discuter. Nous sommes vraiment très heureux que les ACP, toute l'équipe organisatrice de cet événement, merci de nous avoir associés à cette organisation Wet to Wealth Water Militaire qui a vu le jour il y a peu, qui est une toute jeune entreprise et qui tente de transformer les déchets, les résidus en richesse. Pour le moment, nous convertissons les déchets à l'aide d'agents biologiques par différentes méthodes dont je vous parlerai. Alors, je pense que nous sommes tous au courant des problèmes que posent les déchets, que ce soit en Afrique subsaharienne ou ailleurs. C'est une pandémie énorme. Alors, la pandémie de COVID était déjà une pandémie énorme, mais je pense que celle des déchets est énorme également. Alors, les ressources sont épuisées. Nous voyons la situation. Les déchets sont un problème énorme. Pour le moment, seuls 35% des déchets sont récupérés dans les villes. Les autres traînent dans les rues, ce qui pose énormément de problèmes. 2,7 millions d'habitants du Cameroun souffrent d'insécurité alimentaire. La pauvreté est un autre problème qui taraude nos sociétés. Et ce sont des problèmes qu'il faut traiter. Nous devons mettre notre passion à profit. Je suis bio-ingénieur. J'ai étudié à l'université de Leuven, où je travaille aujourd'hui dans un département qui se préoccupe de ce genre de problèmes. Alors, quel est le rôle de la diaspora par rapport à ce genre de problème qui perdure? Alors, parfois, on parle du pouvoir d'innovation. Alors, l'innovation a déjà été mentionnée à plusieurs reprises par les intervenants précédents. J'hésite parfois à l'utiliser, mais il faut que nous réinventions la roue mais en utilisant ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il faut que nous adoptions un autre angle pour aborder le problème. Alors, un petit tour en arrière. En 2001, lorsque j'ai terminé mes études, j'ai commencé à enseigner sur un maigre salaire de moins de $100 et je voulais augmenter mon revenu. Et à ce stade, m'est venue l'idée de développer une exploitation de production d'escargots. J'ai lancé cette exploitation en 2002 avant de quitter le pays pour aller étudier en Europe. Donc, c'est une idée qui m'a toujours suivie. Et il y a quelques années, j'ai visité le Kenya avec certains de mes collègues et nous avons été mis en contact de ce problème de déchets au Kenya, en Afrique. Nous avons décidé de prendre comme source d'information certaines des idées que nous avons vues avancer là et les mettre à profit ailleurs. L'idée était d'utiliser des insectes et des escargots pour gérer le problème de déchets, de plusieurs façons. Alors, nous parlons d'agents complémentaires de biodégradation. Nous utilisons des mouches qui sont des mouches soldats noirs que vous voyez là, que nous associons à des escargots pour transformer les déchets en protéines, huile et autres. Donc, nous recyclons les déchets sous l'action de ces mouches et des escargots. Alors, notre flux de travail est assez simple. Nous commençons par la récolte des déchets. Pour le moment, nous récoltons les déchets de grossistes
piste de Maputo, les déchets que l'on trouve dans les rues, et plutôt que de jeter leurs déchets dans le caniveau, nous leur proposons de récolter les déchets gratuitement. Nous nous rendons donc dans les différents endroits pour récolter les déchets. Ensuite, nous les transférons vers notre site de transformation type de transformation où d'où sortent des produits qui sont ensuite commercialisés. Alors, nous utilisons la mouche soldat noir, comme je vous l'ai dit. Nous utilisons également l'escargot. L'escargot est assez commun au Cameroun, au Nigeria, au Kenya et dans d'autres pays. Et cependant, nous avons poussé le schéma un peu plus loin. Nous avons deux systèmes qui nous permettent de fonctionner. Alors, nous, pendant la saison des pluies, nous récoltons des escargots sauvages ou nous les achetons auprès de vendeurs locaux et nous les élevons à la mi-saison. Pendant la saison sèche, les escargots hibernent, ne sont donc plus disponibles. Nous recourons alors aux escargots d'élevage qui nous permettent d'assurer un approvisionnement continu des marchés. Ces escargots nous permettent de produire des matières que nous présenterons, je l'espère en tout cas, dimanche à Maze. Nous avons également l'escargot en tant que tel qui peut être consommé, ensuite de la bave également et les mouches soldats noirs plus les escargots les déchets sont utilisés comme engrais pour nos sols. Donc, ce système est un système un peu unique, dirais-je. Nous avons en Ouganda, au Kenya, des élevages de mouches soldats noirs et au Cameroun, par exemple, nous avons des élevages d'escargots. Et ce que nous sommes parvenus à faire, c'était utiliser les atouts de ces deux élevages pour boucler la boucle. Cela nous permet d'utiliser la carcasse des mouches soldats noirs. Donc, l'exosquelette de cette mouche noire sert d'alimentation à nos escargots et ceux qui élèvent des escargots, lorsqu'ils veulent retirer l'escargot de sa coquille, les entrailles de l'escargot restent dans la coquille, ce qui est un problème. Donc, parce que il faut qu'on puisse vendre les coquilles vides. Or, sur les marchés, on trouve des coquilles avec les entrailles encore dans ces coquilles, ce qui veut dire que cela sent très mauvais. Donc, comment faire pour avoir la viande, la chair de ces escargots et de retirer la chair plus les entrailles, ce qui est très difficile. Les entrailles pourraient être ensuite données en alimentation aux larves de mouches soldats noirs qui sont extrêmement gourmandes, mangent des quantités énormes. Ces mouches noires, donc, comme je vous l'ai dit, sont ensuite séchées et utilisées en produits dérivés. Voici quelques photos maintenant de l'élevage de mouches noires, mouches soldats noires. Vous avez à gauche les œufs. Les œufs, vous voyez ici les œufs de ces mouches. Et ici, nous avons ce que nous appelons la love cage, la cage d'amour, c'est-à-dire là où se reproduisent les mouches adultes. Et à gauche, vous avez à nouveau un système d'élevage vertical pour les larves. Alors, les larves sont celles qui se nourrissent des déchets dont je vous ai parlé. Elles sont extrêmement voraces. Donc, nous alimentons les larves là, nous collectons les œufs qui sont là, nous les déposons ensuite dans ces conteneurs et nous les alimentons et nous avons alors des mouches prépubères qui sortent de ces récipients et que nous faisons ensuite passer
ces cages de reproduction ou des mouches prépubères que nous utilisons et que nous séchons. Nous développons pour le moment nos colonies et donc nos installations. Cela se fait en intérieur. Donc, les larves, l'élevage des larves, l'alimentation à partir des déchets. Et puis, à l'extérieur, nous avons les cages de reproduction, ce que nous appelons les cages d'amour, où ces adultes peuvent se reproduire. Et à côté de cela, à côté des mouches soldats noirs, nous élevons des escargots. Comme je vous l'ai dit, nous utilisons un système assez similaire. Les déchets organiques sont utilisés à 60% pour alimenter les larves de mouches soldats noirs et nous permettent également de produire une alimentation artificielle que les escargots adorent. Cela nous permet de leur donner une alimentation extrêmement riche. Alors, nous avons deux agents biologiques que sont les escargots et les mouches soldats noirs. Et nous avons également des déchets liquides que nous introduisons dans nos digesteurs de biodéchets. Ce sont les systèmes que nous avons découverts au Kenya en 2017, que nous avons ensuite importés au Cameroun et que nous avons installés de manière à pouvoir utiliser. Nous les utilisons donc pour produire des engrais liquides. Alors, pour transformer certains de ces déchets, nous avons besoin d'une machinerie lourde. Nous avons pu acquérir les systèmes de mixage, comme vous les voyez. Cela nous permet de produire des engrais plus fins, secs ou humides que nous pouvons ensuite commercialiser. Alors, nos produits, maintenant, nous avons les escargots séchés ou congelés. Vous les voyez là. Ils sont ensuite emballés et commercialisés principalement au Cameroun. Et puis, nous avons récemment commencé à commercialiser des escargots prêts ou alors un pot-au-feu d'escargots prêts à être consommés. Et les produits premium qui intéresseront sans doute les personnes qui viendront nous voir dimanche. Je vous invite à en acheter non pas un, mais probablement trois, parce que je suis sûre que si vous revenez l'année prochaine, vous nous en demanderez plus. Vous avez ici un sérum d'escargot à base de bave d'escargot. Ce n'est pas une première, mais nous sommes parvenus à optimiser notre système de récolte de bave. Ces produits sont produits grâce à un partenariat avec la Belgique. Nous avons reçu une manifestation d'intérêt assez évidente de la part des États-Unis et ces produits sont étonnants et la demande va croissant. Donc, ces produits sont disponibles sur la page Facebook et sur notre site Internet. Alors, quelques résultats avant de conclure. Nous avons moins d'un an d'activité derrière nous. Cependant, nous avons 8 employés à plein temps qui bénéficient d'un salaire décent par rapport aux conditions locales et à leur niveau de formation. Nous sommes parvenus à former des personnes que nous employons à temps partiel dans l'élevage des mouches et des escargots. Alors, nous transformons 5 tonnes de chair d'escargot. Nous retirons 2 tonnes de déchets du marché à l'aide de nos systèmes. Bon, nous avons énormément de défis. Certains ont d'ailleurs déjà été mentionnés par des intervenants avant moi, mais je voudrais rapidement vous parler d'un des défis. Nous faisons référence à l'innovation. L'innovation, elle ne fonctionne pas si l'on ne dispose pas d'un personnel d'assistance en ressources et développement solide. C'est absolument indispensable. Il faut que nous puissions travailler avec des doctorants et des bacheliers qui
nous aide à développer nos activités en tant que jeune entreprise. Alors, la pandémie, la COVID a frappé. Nous avons connu des problèmes d'approvisionnement en matières premières, en produits chimiques et autres. C'est énormément de problèmes. L'énergie au Cameroun reste un problème énorme. Nous en avons besoin pour développer nos activités. Nous envisageons maintenant le passage à l'énergie solaire. Nous pourrions peut-être discuter avec d'autres personnes ici présentes des possibilités. Alors, le Cameroun a également des normes en matière de commercialisation et d'étiquetage. Et un des défis majeurs dont je voudrais encore vous parler est celui de l'accès au marché de la diaspora, qui est extrêmement difficile. Alors, nous avons contacté un acteur visant à introduire nos produits en Europe et nous avons contacté SGS de manière à savoir quelles étaient les conditions minimales à remplir. Les réponses ont été assez catégoriques et pas forcément encourageantes. Donc, nous le déplorons, mais avec l'aide d'une grande diaspora, je pense que nous trouverons l'aide nécessaire. Et donc, à l'avenir, nous voudrions que la diaspora africaine apporte ou nous fasse profiter de ses connaissances. Nous devons continuer à établir des réseaux, des partenariats, à utiliser les technologies de l'information. Je voudrais établir un partenariat avec Suzy Farms, par exemple. Nous devons chercher de nouveaux investissements et bien évidemment, un élément de toute première importance est le partage des connaissances qui nous aidera à aller de l'avant. Et cela n'aurait pas été possible sans les pères fondateurs de cette entreprise. Vous le voyez, le cofondateur, les trois cofondateurs, pardon, Eric Foka et notre collègue. Voilà nos coordonnées. Vous pouvez sans problème nous contacter et je vous répète les mots de Gérald Abila pour terminer. Nous voudrions à l'avenir une Afrique qui soit capable de développer des solutions africaines durables et créatives à des problèmes africains. Merci pour votre attention. Je vous rends la parole. Merci beaucoup à vous, Fombong. Merci à Xavier et à Sarah pour les informations qui ont été données. Je sais que Xavier et Fombong seront là au Jardin botanique de Maze dimanche. Et donc, pour ceux qui peuvent s'y rendre, vous aurez l'occasion de leur poser des questions directes